Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur le mediatv.fr. Pierre-Édouard Stérin, ce nom qui vous est encore probablement inconnu, est celui de l'une des 100 plus grandes fortunes de France, un milliardaire catholique ultra-conservateur de 51 ans, à l'origine d'un projet baptisé Périclès, dont l'objectif assumé est de faire gagner du terrain à ses valeurs politiques et religieuses conservatrices à travers les médias et en soutenant des personnalités politiques de droite et d'extrême droite, des personnalités qu'il ambitionne de porter au pouvoir. C'est pour comprendre les ressorts de ce projet Périclès que la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France a convoqué Pierre-Édouard Stérin à venir s'expliquer ce 20 mai à l'Assemblée nationale, convocation qu'il a séchée pour la 3e fois. Un milliardaire avec des ambitions messianiques et un agenda politique qui tente d'imposer un discours d'extrême droite. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un ? Vincent Bolloré, évidemment, le précurseur de ces oligarques à la française, nostalgique d'une France blanche et exclusivement de tradition judéo-chrétienne. Alors, faut-il redouter ces ambitions rétrogrades déjà portées au sein même du gouvernement par Bruno Retailleau ? De ce sujet et d'autres, on parlera avec un spécialiste de la laïcité, Nicolas Cadenne, l'ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et aussi auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur la laïcité ». Lui qui ne mâche pas ses mots, vous l'entendrez, j'en suis convaincu dans cette émission, contre Bruno Retailleau. On l'entendra aussi. Comme chaque semaine, nous sommes également avec Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. C'est parti. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec et plaisir. Bonjour à toi Bélir. Bonjour Fabrice. Le plan Périclès donc, de Pierre-Édouard Stérin devait être examiné ce mardi 20 mai en commission d'enquête sur l'organisation des élections. Le milliardaire a donc une fois de plus opté pour la politique de la chaise vide. Il expliquait les raisons qui l'ont poussé à sécher cette audition. C'était sur CNews ce matin. On écoute. Il y a une vraie raison, il y a une vraie légitimité pour laquelle vous ne souhaitez pas être. Et ça, il faut l'expliquer aux téléspectateurs, je pense. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, il y a deux vraies raisons. La première, c'est que je n'habite pas en France, j'habite en Belgique. Voilà. Et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois. Donc, voilà, je suis très, très rarement parisien. Et je n'ai pas envie de me déplacer pour répondre à quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis, probablement des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. J'ai d'ailleurs déposé plainte hier j'ai déposé hier 24 plaintes suite à des menaces de mort, donc très nombreuses, que j'ai reçues depuis une dizaine de jours. Et donc, il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'a confirmé qu'effectivement, ces menaces étaient sérieuses et imminentes. Il n'y a strictement aucune raison qui soit donnée par Cazenave et Léaumont. Donc moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. Et donc, ils m'attendent aujourd'hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant les caméras. Voilà, c'est la seule raison, puisqu'il y a encore... C'est ce qui s'est passé avec M. Bayrou l'autre jour, où M. Vanier a fait un numéro personnel. Exactement. Et il y a encore quelques jours, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, a été auditionnée en visio. Donc les visios, c'est bon pour tout le monde, sauf quand on est à droite, quand on est un député de gauche, et quand on se farcir. Non mais ça, ce que vous dites est très intéressant. Alors Nicolas Cadenne, on entend déjà dans cette déclaration un prisme idéologique bien à droite. Est-ce que vous êtes inquiet par la dimension civilisationnelle et religieuse de ce projet Périclès ?
Bon, déjà, on constate que la seule réaction, il l'a accordée à la chaîne d'opinion de son collègue Vincent Bolloré sur CNews. Ce n'est pas neutre, avec effectivement des commentateurs qui sont totalement d'accord avec lui, qui lui disent combien ces raisons sont légitimes. On les entend derrière. Et s'acharner sur la gauche. Et pas que sur la gauche, d'ailleurs, sur les députés en question de la commission qui l'ont convoqué. Qui ne sont pas tous de gauche. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même déjà un biais évident et c'est notable, d'autant plus que non, il est un citoyen comme tout le monde et il se doit de répondre à une convocation de l'Assemblée nationale qui est, quoi qu'on en pense, la représentation de la population. Donc ça, c'est quand même un problème. La mise en avant de ces arguments ne tient pas vraiment la route. Ensuite, d'ailleurs, il met en avant le fait qu'il vit en Belgique. Bon, ça renvoie à son exil fiscal en Belgique. On fait mieux en tant que patriote, lui qui pourtant n'a de cesse de défendre la patrie, il me semble. C'est assez surprenant. Après, oui, c'est inquiétant parce que effectivement, il ne s'agit pas d'un oligarque, comme vous avez dit, comme les autres, d'un milliardaire comme les autres, puisqu'effectivement, il soutient un projet idéologique assumé qui est d'extrême droite, conservatrice, qui est par exemple opposée à l'IVG, qui est opposée aux droits de toutes les minorités qui ne sont que l'égalité en droit en fait de toutes et tous devant la loi, qui est effectivement opposée en réalité au principe de laïcité et au fait que tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou croyances, soient traités de la même manière par l'État, par l'administration publique neutre et impartiale. C'est quelqu'un qui est contre l'État de droit, Bernard Ably pourra en parler mieux que moi, et qui est effectivement favorable à la remise en cause de certaines libertés fondamentales et de droits fondamentaux. Donc c'est très inquiétant parce qu'il dispose d'une manne financière conséquente et avec celle-ci d'une capacité à influer les médias qu'il acquiert au fur et à mesure, des médias parfois mainstream qui ont donc un poids considérable dans l'opinion. Quand on n'a plus de pluralisme médiatique, évidemment l'opinion finit par être plus perméable à certaines thèses lorsqu'il n'y a qu'un son de cloche majoritaire en tous les cas, puisqu'il y a heureusement des médias qui pensent différemment, comme le média justement, mais ce sont des médias qui ont de fait aujourd'hui quand même une moindre écoute que ces médias, que ces milliardaires. Et factuellement moins de moyens. Et beaucoup moins de moyens. Bélir ? Oui, moi ce que je trouve intéressant à travers ce type de personnage, c'est ce qu'il symbolise. D'abord, il symbolise la responsabilité d'une partie de nos élites socio-économiques dans la montée des idées d'extrême droite. Parce que souvent, on réduit cette montée politique de l'extrême droite par finalement une assise populaire, comme si celle-ci elle était spontanée. Alors qu'en fait, elle est travaillée, elle est conçue, elle est cultivée, entretenue par justement des élites qui ont les moyens financiers et sociaux de mobiliser précisément ces moyens en vue de diffuser leurs propres idées et dégrader, de cette sorte, le débat public et notre vie démocratique. Donc, ces gens-là ont une responsabilité de ce monsieur-là, Stérin, jusqu'à M. Bolloré et d'autres. Et saturer l'espace public aussi. Et saturer l'espace public de même que... Et vous prolongez cette idée à travers même les invités des plateaux de CNews et autres. Ce ne sont pas des gens du peuple, hein, ce sont des élites sociales qui diffusent les idées les plus nauséabondes qui, malheureusement, dégradent aujourd'hui le débat public. Et ça, c'est très marquant parce que ça me rappelle encore une fois cette œuvre de référence, L'étrange défaite de Marc Bloch, qui essayait d'expliquer la raison pour laquelle la nation française s'était écroulée sur elle-même et l'appareil d'État lui-même s'était écroulé sur lui-même face à l'armée allemande. Et la première responsabilité qu'il a identifiée, c'est celle de nos élites intellectuelles, technocratiques et autres. Et j'ai l'impression qu'on revit cette faillite morale à travers la séquence actuelle. Donc, il y a une responsabilité de nos élites sociales, économiques et intellectuelles dans la montée de l'extrême droite. Et il faut cesser de stigmatiser un peuple qui serait finalement simplement victime d'appels auquel il ne saurait résister. Puis le deuxième élément également, c'est la difficulté, cette capacité de ces élites à se départir de leur responsabilité et du droit lui-même.
Cette capacité d'avoir une telle légèreté vis-à-vis d'une convocation d'une commission parlementaire, c'est quand même extraordinaire. On traite de délinquant, on traiterait de délinquant quelqu'un issu de milieux populaires s'il ne devait pas répondre à la convocation d'un commissariat de police, d'une administration fiscale ou autre, d'une commission parlementaire, je vous laisse imaginer. Mais alors là, la défense est surréaliste. On voit bien la manière dont, finalement, il y a un sentiment non seulement d'impunité, mais surtout de supériorité. Et on retrouve finalement ce discours de séparatisme qui est mobilisé dans un autre registre, mais qui ici est extrêmement bien incarné par cette figure de ces milliardaires qui, finalement, ont l'impression de vivre ailleurs et au-dessus de nous. Alors, Pierre-Édouard Thérin argue de crainte de menaces de mort et explique qu'il aurait préféré faire cette audition en visio. Cet après-midi, mes collègues Lisa Lapp et Andrei Manivitch sont allés rencontrer à l'Assemblée nationale des députés qui font partie de cette commission d'enquête qui devait écouter Pierre-Édouard Thérin. Je vous propose d'écouter. Je trouve que c'est très irrespectueux et puis d'ailleurs lorsque l'on vous convoque à une commission d'enquête parlementaire, vous devez vous y rendre. Donc je comprends parfaitement la décision de notre président qui saisira la justice et j'attends de voir les suites de cette affaire. Les commissions d'enquête, on a des pouvoirs étendus et on a le pouvoir de convoquer et je ne comprends pas cette fuite, la fuite qu'il a. Enfin, s'il est convoqué, il faut qu'il vienne. Donc il y a des capacités d'entre guillemets d'aller le chercher. Peut-être qu'il faut le faire parce que je ne vois pas pourquoi il se refuserait à venir à la commission d'enquête. Il n'y a aucune raison. Il peut venir à la commission d'enquête et il a le droit, s'il veut, de rien dire. C'est une possibilité aussi. Donc il n'a qu'à le faire. Mais refuser de venir à la commission d'enquête, c'est pour moi pas possible. Donc il doit y venir. Eh bien, je trouve que c'est une décision absolument inacceptable. D'ailleurs, il n'a pas le droit de ne pas se rendre à cette commission d'enquête, mais cela montre bien quel genre d'homme il est. Il se croit au-dessus des lois, probablement du fait des sommes considérables d'argent qu'il a accumulées autour de son existence, et pense qu'il peut tenter de perturber ainsi le champ politique et le débat politique dans le pays en finançant les uns, les autres, et en menant toutes sortes d'opérations qu'il n'a manifestement pas envie de partager, ni sur lesquelles il ne veut être interrogé au sein de cette commission. En tant que parlementaire, bien entendu, nous ne pouvons pas laisser dire des choses pareilles, car cet homme, non seulement nous insulte, il parle de mariole, de clown, mais il insulte à travers nous l'ensemble de nos concitoyens, parce que nous siégeons ici à l'Assemblée nationale, nous sommes la représentation nationale. D'ailleurs, la commission compte des personnes de tous les groupes politiques, donc lorsqu'il dit cela, il montre bien le mépris dans lequel il tient et les institutions, et les parlementaires, et les citoyens, et bien entendu la démocratie en général. Cet homme est d'extrême droite, c'est un fasciste. Donc c'est une formule de fasciste, dite par un fasciste, et qui mérite d'être combattue comme telle, et d'être combattue à partir de la loi. C'est pourquoi le président a saisi le procureur de la République, et ça a été une décision à laquelle j'ai contribué en bureau. Nicolas Cadenne, vous êtes d'accord que le fait que ce milliardaire puisse se substituer à une audition parlementaire montre aussi, malheureusement, comme le disait Bélir, qu'on peut être perçu comme inégaux devant la loi? C'est évident, moi je rejoins complètement ce qu'a dit Bélir. Effectivement, ce sont ces personnalités, parce qu'il n'est pas seul. On a eu des comportements équivalents chez d'autres milliardaires. Cette élite financière se considère être au-dessus des lois, de la loi commune, et donc considère que finalement, eux n'ont pas à subir les mêmes commandes de la République. C'est évidemment assez effarant et ça ne peut que alimenter le discours selon lequel, effectivement, on ne serait pas tous égaux devant la loi et lorsqu'on est bien né, finalement, tout va bien pour nous. Ça rejoint aussi, par exemple, le débat sur cette demande qui est faite que finalement, lorsqu'on est un criminel en col blanc, lorsqu'on est un délinquant financier, on peut échapper à la prison. C'est quand même particulier. Donc si on vole une pomme, on risque quelques jours de prison, voire plus. Si on détourne des millions d'euros, non, on aura peut-être un bracelet électronique, pas plus. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est une idée portée actuellement par M. Darmanin. Voilà, et je veux dire, ça participe à un sentiment d'impunité pour
vis-à-vis de certains contre les autres, les certains étant l'élite financière les plus riches, tout simplement, de ce pays. Donc c'est inquiétant. Et juste, je rebondis sur une autre chose, quand Bélir parlait de la diffusion par ces élites financières, par ces grandes fortunes d'idées dans le débat public, et évidemment cette manière de façonner l'opinion publique. Tout à l'heure, vous avez évoqué la tradition et la culture judéo-chrétienne, mais ça c'est déjà une idée fausse. Ils ont réussi à faire croire qu'il y avait une unité, une culture judéo-chrétienne qui s'opposerait aux autres cultures, mais il n'y a jamais eu d'unité culturelle judéo-chrétienne. Le terme judéo-chrétien au départ, c'était simplement pour qualifier les premiers chrétiens qui avaient encore, qui respectaient encore une certaine culture judaïque, mais ce n'était pas du tout, ça ne signifiait pas une communauté commune en termes de valeurs qui seraient les Juifs et tous les chrétiens dans ce pays, la France. Les Juifs ont été de tout temps persécutés ou discriminés, et ce depuis Philippe le Bel, avec aussi Saint-Louis qui a imposé la rouelle, qui pourrait être vue comme l'ancêtre de l'étoile jaune, la rouelle aux Juifs de son royaume, et puis qui avait imposé un couvre-chef aux femmes juives, avant ensuite d'être expulsées. On sait combien cette population a été discriminée et persécutée pendant les siècles. Au sein du christianisme, pendant des siècles, les protestants n'étaient pas considérés comme des chrétiens, ils étaient considérés comme des hérétiques, donc étaient eux-mêmes persécutés par les catholiques, seuls véritables sujets puis citoyens considérés comme français. Donc cette culture et cette unité n'existent pas en réalité, c'est pas vrai. Il y a une certaine culture française qui est diverse, factuellement, qui est belle dans cette diversité-là. C'était censé être le fondement des valeurs portées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des valeurs révolutionnaires. On est devenu français d'où que l'on vienne uniquement parce qu'on partageait les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'importe notre horizon, notre origine géographique ou notre couleur de peau, même si évidemment il y avait déjà des débats lourds là-dessus, et notre religion, là c'est tout l'inverse. Là, je veux dire, c'est ce qu'il met en avant, c'est concept de culture judéo-chrétienne. En fait, c'est évidemment, c'est pour s'opposer à une culture qui ne le serait pas, qui serait subsaharienne, maghrébine, d'origine subsaharienne, maghrébine, de couleur noire, etc. C'est pour effectivement assumer une culture française qui serait forcément blanche et hexagonale. Mais en réalité, ça n'a aucun sens, et il ne faut pas se leurrer dans la bouche de ces personnalités-là. Aujourd'hui, ils s'opposent essentiellement à cette diversité, mais demain, leurs prochaines victimes seront les autres minorités, les Juifs, les protestants, etc. Parce qu'en réalité, effectivement, ce sont des traditionnalistes catholiques, ultra-conservateurs, qui sont dans une logique de la France réactionnaire, qui ne sont pas du tout dans cette logique de France fille des Lumières, mais plutôt dans cette logique de fille aînée de l'Église, France fille aînée de l'Église, mais dans une conception catholique extrêmement rétrograde. Ce qui explique, et tu me diras, Bélir, si tu es d'accord avec cela, ce qui explique aussi leur positionnement sur Gaza et le fait qu'ils soient devenus, comme par hasard, les plus grands défenseurs des Juifs ou de l'État d'Israël. Oui, alors le lien entre le propos de Nicolas et ton hypothèse, il se situe dans le fait qu'effectivement la valorisation de l'expression même de civilisation judéo-chrétienne est une manière pour ceux qui la mobilisent d'essayer de faire oublier la responsabilité de l'Occident, de l'Europe en particulier, dans les discriminations et dans la répression et le génocide qu'ont subi les Juifs d'Europe. La collaboration. Voilà, et donc pour essayer de neutraliser ce passif, on tend à diffuser l'idée suivant laquelle il y aurait un destin commun, une civilisation commune, et qui est de nature, encore une fois, à essayer de passer outre une responsabilité particulière de ces mêmes maurassiens racistes et antisémites, historiquement parlant, et pour certains également qualificatifs qu'on peut conjuguer au présent. Ce que je trouve intéressant aussi à travers ces figures, c'est cette idée d'égalité. Pourquoi ? Parce que la manière dont ils ont... regarde aussi la réaction, par exemple, d'un Zemmour lorsqu'il est condamné par la justice. Il y a la même légèreté. Il y a cette manière de
de se départir de la loi, de ses obligations, comme si finalement ils pensaient que nous ne sommes pas égaux devant la loi de leur point de vue. Et si nous ne sommes pas égaux devant la loi de leur point de vue, c'est parce qu'ils plaquent à la fois une grille de lecture sociale et raciale. Et la conjugaison des deux fait que, voilà, ça donne ce résultat. Parce qu'ils réclament toujours plus de fermeté de la part de la justice quand il s'agit de citoyens lambda. Exactement. Mais jamais pour eux. Voilà, la rigidité du discours sécuritaire, il s'applique, et du discours pénal, il ne s'applique qu'aux pauvres, aux minorités. Qu'il s'agisse de la chasse à la fraude sociale jusqu'à la délinquance dans les quartiers populaires. Là, pour le coup, on a affaire à un discours martial, implacable, tolérance zéro, comme ils disent. Par contre, lorsque ces mêmes représentants d'une droite qui se veut dure, comme Nicolas Sarkozy, est condamné pour corruption, et c'est pas terminé, ou une Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, là, tout d'un coup, la justice serait partiale, la loi serait inique et injuste, etc., etc. Donc voilà, en fait, ils sont pas fiables, et s'ils ne sont pas fiables ou incohérents, c'est tout simplement parce que leur cohérence, leur rationalité, elle se situe en dehors du principe de l'égalité devant la loi. Pour eux, il y a une inégalité, en fait, de fait, entre les habitants de ce pays. Et cette inégalité se situe au niveau de nos statuts sociaux et de nos origines. Et c'est en cela qu'ils sont dangereux. En tout cas, ce projet Périclès fait peur et interroge les députés. Je vous propose d'en écouter deux, toujours des membres de cette commission d'enquête sur les élections. Ils rappellent l'importance de cette audition manquée de Pierre-Édouard Stérin. En fait, une commission d'enquête parlementaire, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec la commission Bétaram, avec notre commission et d'autres. Ce n'est pas un tribunal, c'est un endroit dans lequel les députés de la nation exercent l'une de leurs fonctions principales, qui est enquêter et pouvoir proposer des réformes structurelles pour notre pays. Donc, il est évident que lorsque on s'interroge sur un sujet aussi important que l'organisation des élections, tous les acteurs que nous avons identifiés comme étant potentiellement susceptibles de nous apporter des éclairages sur des sujets d'importance pour nos travaux doivent s'y rendre, c'est assez basique. Parce que là, on l'a vu, on l'a découvert, le projet de Pierre-Édouard Stérin, c'est de faire gagner le Rassemblement national de par une infiltration politique et puis financière, puisqu'elle est milliardaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous interroge du moins ? Oui, c'est intéressant parce que la façon dont sont financées les campagnes électorales, les influences qui peuvent venir de l'intérieur ou de l'étranger sont des éléments qui sont absolument clés dans la façon dont se déroule un scrutin. Moi, je suis députée des Français de l'étranger. Je vois dans d'autres pays de ma circonscription comment des élections peuvent se dérouler et qui ne respectent pas du tout ces règles démocratiques, notamment par exemple le Venezuela, pour d'autres raisons évidemment. Mais je pense que c'est très important que dans notre pays, on puisse faire la lumière et surtout mettre en garde contre des pratiques qui peuvent fausser un scrutin. Quand il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent, ça nuit au bien commun, ça nuit à l'intérêt général parce que leur intérêt privé leur donne beaucoup trop de pouvoir. Et de fait, c'est la situation actuelle. Qu'on pense à Bernard Arnault qui appelle Emmanuel Macron pour dire qu'il ne faut surtout pas que le gouvernement soit confié au nouveau Front populaire, qu'on pense effectivement au projet éditorial et médiatique de Vincent Bolloré, où là, ce dernier avatar est le Pierre-Édouard Stérin, et on pourrait en citer d'autres, parce que 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires. Donc oui, c'est un problème démocratique immense, et on le voit. Réaction, Bélir ? Juste une réaction rapide pour quand même profiter de cette séquence, pour souligner la responsabilité quand même de la gauche au pouvoir, sous l'ère Hollande, Valls et consorts, qui ont laissé faire, finalement, Bolloré dans sa stratégie d'emprise d'un certain nombre de médias. Il avait commencé avec Télé, ça avait donné lieu à un mouvement social très fort, alors même que son projet, son ambition éditoriale commençait à transparaître assez clairement. Il n'y a eu aucune force contre-agissante, aucun contre-pouvoir de la part du pouvoir politique. Il y a eu un laisser-faire qu'on paye vraiment de manière cash, quoi, et sans aucune réponse de ce pouvoir socialiste qui a une vraie responsabilité dans la stratégie aujourd'hui dont on est tous conscients et qui fait l'objet aussi d'une mobilisation parlementaire. Mais en vérité, si tu remontes la chronologie de cette séquence, de cette stratégie de milliardaires identitaires,
ça a commencé à être mis en œuvre par la figure de Bolloré et sous un gouvernement ou sous un pouvoir socialiste. C'est ça qui va rester aussi historiquement. Et ce pouvoir socialiste était conscient, forcément, de ce qu'il y avait comme ligne, comme feuille de route. Alors peut-être qu'il n'avait pas imaginé l'impact et les moyens qui allaient être mis en œuvre. Donc, à minima, il y a de l'incompétence. Bon. Mais il y a surtout une forme d'irresponsabilité qui vient ternir un peu plus un bilan qu'il était déjà pas mal. Nicolas Cadenne, on a l'impression d'être quand même pris en étau entre un pouvoir macroniste qui nous vend l'importance d'ériger des réussites à la française, type Bernard Arnault, Bolloré, Stérin, et les ambitions de ces personnalités qui veulent s'impliquer directement en politique et influencer le politique. Oui, alors qui plus est, la plupart de ces milliardaires sont des héritiers, ce qui est toujours utile de rappeler. Ce ne sont pas des personnalités qui se sont faites seules, de la force de leur poignet, par un travail acharné. La plupart du temps, ils ont hérité d'entreprises plus ou moins bien portantes, mais enfin avec des moyens conséquents néanmoins. Et souvent le soutien de l'État. Et très souvent, si on parle bien sûr de LVMH et de Bernard Arnault, avec énormément de soutien de l'État, effectivement. Une partie de leur richesse, avec la mairie de Paris, tout à fait, une partie de leur richesse émane de l'État ou de l'administration publique, et aussi parfois c'est fait grâce au concours diplomatique de l'État dans certains pays du monde. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être ces milliardaires oublient et qu'il serait utile de leur rappeler, parce que ça justifie encore moins un quelconque exil de leur part. Et là encore, on sait qu'il y a des moyens qui existent pour renforcer la lutte contre ces exils fiscaux et pour récupérer les cotisations qu'ils doivent à la nation et qu'ils ne versent pas pour le bien public. Donc déjà là, on rappellera quand même leur manque peut-être de patriotisme, une fois de plus, à l'inverse de ce qu'ils avancent parfois. Et ensuite, on pourrait tout à fait soutenir l'entrepreneuriat, le vrai, j'allais dire, celui qui la personnalité qui arrive à construire une entreprise de lui-même ou avec des collègues, des amis, et à construire, à créer de l'emploi. On pourrait soutenir cet entrepreneuriat, évidemment, c'est à soutenir sans aucun doute, sans pour autant accepter une volonté de mainmise sur le pouvoir démocratique qui est le pouvoir des médias, avec une volonté d'orientation du débat démocratique et pour le biaiser, ce débat démocratique, comme c'est le cas. Et effectivement, lorsque un pouvoir progressiste est aux manettes, il faut qu'il agisse pour assurer un pluralisme médiatique. Il y a des outils législatifs qui pouvaient être mobilisés pour cela. Il faudra le faire si la gauche ou le camp progressiste, réellement progressiste, arrive au pouvoir, parce qu'en effet, la vie démocratique dépend aussi d'un paysage médiatique qui soit véritablement pluriel. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand le paysage médiatique n'est pas pluriel, quand vous n'avez qu'un seul son de cloche, eh bien, évidemment, vous façonnez l'opinion. Mais justement, l'opinion, le mal, on a l'impression que le mal est déjà fait au sein de l'opinion et que l'avancée, la percée de l'extrême droite s'est réalisée grâce à ce financement. Oui, je crois qu'effectivement, on est déjà un peu acculé. On est déjà dans une situation très délicate, ce que rappelait Bélir. Effectivement, on est déjà dans une situation où cette opinion a été largement façonnée par des médias mainstream qui ne le sont pas tous, mais qui sont très souvent quand même très très à droite et qui tout du moins ont largement légitimé le discours et normalisé le discours de l'extrême droite xénophobe contre la toute diversité et finalement contre la laïcité, avec une instrumentalisation du concept de la laïcité absurde et omniprésente sur les plateaux télé. Et donc oui, on part de loin, mais il ne faut pas baisser les bras, si je puis dire, mais il faut une mobilisation active des citoyens et une mobilisation de tous les médias alternatifs comme le vôtre. Il faut effectivement, il y a heureusement aussi encore aujourd'hui un espace de liberté large qu'il faut savoir mobiliser. On a heureusement aussi des fortunes qui ne sont pas toutes acquises au camp réactionnaire et qui doivent se mobiliser si elles sont véritablement dans un esprit progressiste contre ce camp réactionnaire. Alors, Bélir, Pierre-Édouard Stérin investit beaucoup dans les écoles, dans les instituts de formation, politique ou non, avec un penchant assez assumé pour les réseaux catholiques radicaux.
On a vu ce que ça pouvait donner comme dérive avec l'affaire Betaram. Est-ce qu'on est encore dans un voile qui n'est pas levé et qui continuera malheureusement à demeurer sur cet aspect-là? Encore une fois, tu vois bien que la mobilisation financière de ces acteurs ne suffit pas. Il y a toujours le besoin de la puissance publique. S'il y a eu Betaram et s'il y a le phénomène des agressions sexuelles dans les institutions scolaires catholiques, si ça a pu perdurer, c'est parce qu'il y a eu une impuissance, une passivité de la puissance publique. De la même manière, la diffusion de l'emprise des milliardaires identitaires dans le paysage médiatique, ça a été permis par la passivité des acteurs publics, du pouvoir exécutif jusqu'au pouvoir parlementaire, en passant par une autorité dite indépendante qui est l'Arcom. Chacun dans son registre et dans son champ de compétences. Mais tout cela a été permis également par une forme d'irresponsabilité des autorités publiques. Et ça, c'est très important. Là où on les a vus plus promptes à aller retirer à des lycées musulmans. Et là, c'est une vraie problématique quant à l'approche laïque, d'ailleurs. Je veux dire, quand la puissance publique, elle est laïque, elle doit traiter tout le monde de la même manière. Et évidemment que ça casse ce discours, cette approche laïque, et que ça laisse entendre, et laisse prospérer le sentiment de deux poids, deux mesures, lorsqu'effectivement vous avez la puissance publique qui, en l'espace d'un mois, va retirer une association avec un établissement à caractère propre qui serait musulman, et quand dans l'autre cas, au bout de 20 années, il n'y a toujours pas eu le moindre contrôle, et il n'y a donc aucune matière pour retirer ce contrat d'association. C'est absurde. Je veux dire, tout le monde doit être à la même enseigne. Si effectivement un tel établissement à caractère propre musulman a commis des impairs, il doit être sanctionné, mais de la même manière, l'établissement à caractère propre catholique doit l'être aussi s'il a commis des impairs. Si vous n'avez pas la même approche, ça ne va pas du tout. Et alors, pire que ça, quand vous avez un établissement où il s'est produit des faits, de manière avérée, des faits de violence, et qu'il n'est pas sanctionné, et que vous avez même une présidente d'une collectivité locale qui annonce médiatiquement qu'elle va relancer des subventions publiques pour cette même institution, pourtant, dans laquelle il a pourtant été avéré qu'il y avait des faits de violence. Et c'est absurde, alors que dans l'autre côté, on ferme un contrat d'association, quand bien même, et on arrête les subventions, quand bien même on a un rapporteur au Conseil d'État qui nous dit que non, en réalité, cette décision de rupture n'était pas fondée en droit. Et pourtant, là, les mêmes responsables politiques vont refuser de rétablir tout subventionnement. Donc là, effectivement, ça fait prospérer le discours du poids de mesure. Et on en revient au vrai problème, l'un des mots principaux de notre société, de notre ordre politique, savoir le fait que l'égalité devant la loi n'est pas respectée, alors que c'est l'un des fondamentaux de notre République. S'il n'y a pas d'égalité devant la loi, c'est la cohésion de la société qui s'écroule sur elle-même. On n'y croit plus. Et ça justifie tous les séparatismes, parce que ceux-là même qui s'opposent à l'idée donc au séparatisme ne font que le justifier finalement, puisqu'effectivement, si vous montrez que finalement vous n'êtes pas égaux, vous vous repliez sur une identité qui vous soutiendra puisque l'État ne le fait pas. Et ça, c'est donc un discours et des actes qui sont profondément contre-productifs. Et un autre mot sur... Parce qu'il y a un piège qui nous est tendu parfois, c'est celui qui consiste à se focaliser sur précisément ces acteurs surpuissants, sur leurs moyens et sur leurs chaînes et autres médias. Ce qui est remarquable et ce qui explique aussi la diffusion et l'efficacité de leur faculté à diffuser leurs idées, c'est qu'elles sont reprises par des médias dont ils ne sont pas propriétaires. Et là, il y a une responsabilité partagée, y compris à nouveau par des autorités publiques ou du moins de services publics. On y revient dans un instant. Le profil de ce terrain rappelle, on l'a dit plusieurs fois, celui de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires breton qui avait été auditionné le 13 mars 2024 lors de la commission d'enquête sur l'attribution et le contrôle du contenu des chaînes de télévision à caractère national, la TNT. Il se décrivait lui-même comme un démocrate chrétien et défendait aussi le recrutement d'Éric Zemmour. Écoutons-le. C'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer, voilà, donc sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts et enfin on voit comment ça marche et après on fait une thèse. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation, voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, enfin tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bollorais, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, le général Francfort, est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. Effectivement, Bélir, c'est un discours très idéologique qui est souvent repris par d'autres médias et même d'autres responsables politiques, malheureusement. Alors là, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est surtout un discours déconnecté de la réalité, de l'essentiel de notre société, de nos concitoyens. On sent bien qu'il vit dans une sphère, dans un imaginaire très particulier, qui est de nature à nourrir un certain nombre de fantasmes qui nourrissent son propre activisme, ce qui peut donner in fine quelque chose de très dangereux, parce que tout cela est très romancé, on l'imagine très bien, et donc ce sont des gens qui sont animés par une foi, pas forcément la foi chrétienne, mais la foi d'eux-mêmes, je dirais. Ils sont sûrs d'avoir un destin personnel, celui du sauveur, de la chrétienté, de je ne sais quoi. Bon, bref, tout cela est très dangereux, quasi pathologique. Et pour revenir sur ce que je disais, effectivement, je trouve que au-delà de ce type d'acteur, naturellement extrêmement important pour saisir le bouleversement de notre paysage médiatique et politique, l'autre élément, il faut vraiment en prendre conscience, parce que c'est ce qui explique le basculement généralisé, c'est l'alignement des autres médias qui ne sont pas aux mains, organiquement parlant, financièrement parlant, ne sont pas forcément aux mains de ces milliardaires, mais qui s'alignent sur la ligne éditoriale, y compris services publics, y compris des médias qui vont se dire, alors par exemple, c'est là où les mots n'ont plus de sens, qui vont se dire très laïques, comme Franc-Tireur, ou comme le média, la télé qu'ils vont avoir, la chaîne qui leur a été attribuée à Fourest, Eindhoven et compagnie, qui leur a été attribuée, ils vont avoir un canal, une télé, au nom de valeurs dites, dans leur discours, d'universalistes, républicaines, et qui en réalité, tout cela est financé par un milliardaire, qui est animé par des valeurs conservatrices, capitaliste, mais au sens le plus primaire, puisque l'une des sources de son capital financier, c'est l'exploitation de mines de charbon. Et en même temps, on a des gens qui se présentent à nous comme des modernes, des progressistes modernes, qui font front face à la montée de l'obscurantisme multidimensionnel. Voilà, les mots ont peu de sens, et ceux qui sont censés précisément, par exemple, faire face à des Bolloré, Sterlin et autres, sont en vérité des alliés objectifs, ceux qui nourrissent la machine et qui illustrent parfaitement la difficulté à garder une boussole aujourd'hui. Nicolas Cadenne, cette question de l'inversion des valeurs, vous la connaissez très bien parce que vous avez sûrement eu maille à partir avec le printemps républicain dans le débat public, parce que eux se présentent effectivement dans le camp de l'universalisme, mais en fait un universalisme très partisan. Bien sûr, et c'est effectivement un problème que de constater que des médias, des grands médias mainstream, du service public parfois, ou même, pas forcément du service public, mais qui tout du moins se présentent comme impartiaux, objectifs,
puisse inviter sans cesse un certain nombre de personnalités de ce mouvement que vous avez cité ou de leurs proches, alors même qu'ils ne sont pas experts du sujet évoqué, à savoir la laïcité en particulier, ou l'universalisme, ou tout du moins qu'ils détournent eux-mêmes ces deux concepts importants. On rappelle parmi ces personnalités Caroline Fourès, entre autres, et d'autres... Enthoven, on sait. Enthoven, etc. Il y en a beaucoup, effectivement. On a tous eu droit à un portrait à charge dans leurs médias. Moi, j'en ai eu plusieurs, même. Je suis très chanceux, même si d'ailleurs il n'y avait pas de fond, parce qu'il n'y avait pas de matière, parce qu'ils n'ont pas d'accusation sincère à porter contre moi. Ils n'ont jamais pu me mettre en défaut sur la laïcité, mais effectivement, j'assume de ne pas du tout correspondre à leur modèle laïque, qui n'en est pas un, tout du moins qui n'est pas le modèle laïque français, puisque leur vision de la laïcité et de l'universalisme, c'est une identité étriquée, en fait, effectivement hexagonale, centrée sur l'hexagone français, et qui refuse toute diversité, et qui effectivement est plus dans une logique, d'ailleurs même pour reprendre les termes de la personnalité que vous avez citée, d'une défense. La laïcité va être vue comme une défense, un outil de défense, une arme de défense, un bouclier. Mais un bouclier pourquoi ? Ce serait un bouclier pour défendre une identité mythifiée qui serait effectivement judéo-chrétienne, pour reprendre ces termes totalement erronés, mais pour reprendre leur expression justement. Alors même que la laïcité, c'est un outil pour construire la maison commune. C'est pour faire ensemble. C'est absolument pas pour exclure ou pour se défendre de quiconque. C'est pour rappeler que, quels que soient nos horizons, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et c'est pas du tout dans cette logique qu'ils s'inscrivent. C'est vraiment dans une logique d'exclusion et de défense d'une identité majoritaire. Et donc, ils sont dans la réintroduction d'une majorité face à des minorités, alors que la laïcité efface les supposées majorités et minorités pour ne faire que des citoyennes et des citoyens français, donc, quelle que soit leur appartenance propre. Et ça, ils l'oublient complètement, et ils avancent sans cesse l'universalisme, alors que le véritable universalisme, si la France peut, à la limite, s'enorgueillir de l'universalisme, ce serait uniquement si la France, et ça peut être parfois le cas par certaines personnalités françaises, si la France respectait toutes les cultures qui ont façonné sa culture française et qui sont très nombreuses et qui viennent des 5 continents du monde entier. Et si véritablement elle respectait ces cultures, elle pourrait parler au nom de l'universalisme, puisqu'effectivement elles émanent de toute la planète. Mais si c'est pour ne défendre qu'une conception hexagonale, ça n'a plus rien à voir avec l'universalisme. Oui. Alors peut-être plus simplement, je vois à travers ces acteurs finalement la volonté d'instrumentaliser une valeur aussi importante que la laïcité. Un principe. Et une valeur aussi, dans la mesure où elle est matrice. Qui repose sur des valeurs. Ou inversement, on en reparlera. Mais juridiquement, un principe. Oui. Mais si ça prend une telle dimension, c'est que c'est une valeur. Il y a une croyance. Je fais attention à ça parce qu'effectivement, justement, je pense que eux, en France, le transforment en valeur. C'est bien. Et donc avec une appréciation subjective et une possibilité de l'idéologiser plus aisément. Bien sûr. Parce que juridiquement, c'est un principe très simple. C'est le principe de la neutralité confessionnelle de l'État. Qui signifie pour nous, simples citoyens, et pour les individus en général, une garantie de notre liberté de conscience et de religion. Mais c'est en train de voler en éclats. Vous vous souvenez de la sortie de François Bayrou qui parlait de son rapport à la mort, de son rapport à la foi, à la spiritualité. Est-ce qu'il n'y a pas, sous une forme de néoconservatisme, un retour du cléricalisme en politique qui est en train de s'opérer? Et en entendant Sterrin et Bolloré, on a cette impression très profonde aussi. Alors, juste je vous quelques pose la mots question à tous les deux. Avant de te laisser, mais alors, c'est pas la même chose que de décliner un attachement, une adhésion à une certaine spiritualité, même exprimer... le fait de croire, tout simplement, et le fait, tu as parlé de cléricalisme, là, c'est d'adhérer à une église et essayer de la promouvoir. Il n'en est pas là, même si on comprend bien, à travers son discours, une relation quasi organique avec l'Église catholique. Mais il parle, en fait, et c'est ce qui explique aussi la démarche politique de Bayrou, c'est qu'il pense parler à l'imaginaire d'une grande partie des Français qui se pensent quand même héritiers à la fois de racines chrétiennes et d'une France fille aînée de l'Église. Il y a quand même cette assertion dans l'imaginaire d'une grande partie des Français. On ne peut pas le nier. Donc il joue de ça. Il joue de ça.
savoir si c'est authentique ou pas, à la limite, ça nous intéresse moins. En tout cas, il cultive finalement cet aspect et il rejoint en cela, finalement, politiquement, la ligne tracée par Monsieur Puy-du-Fou, de Villiers, et qui est incarné aujourd'hui par Retailleau, notamment. Donc c'est un vrai mouvement politique qui ne cesse de s'approfondir en France et qu'il faut prendre au sérieux dans la mesure où toute la question qui se pose, c'est de savoir qui va incarner ou qui va décider d'une alliance électorale, cette fois-ci, avec d'autres mouvements partisans et politiques qui, finalement, partagent la même matrice identitaire. Je pense au Rassemblement national ou au parti de Zemmour, d'Éric Zemmour. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est que, d'un point de vue programmatique et idéologique, il y a un mouvement de convergence entre ce qu'on appelait la droite parlementaire classique d'un côté et les extrêmes droites. Il n'y a pas, mis à part exception, je pense à Éric Ciotti qui a franchi le Rubicon en considérant que finalement la communauté d'idées devait se traduire par une alliance électorale. Pour l'instant, ils ne sautent pas le pas, non pas parce qu'ils sont convaincus de divergence, mais tout simplement parce qu'il y a une guerre d'ego. Chacun veut devenir président au nom de ses idées, tout simplement. Ils ne sautent pas le pas, mais dans le discours, au moins, on voit cet aspect civilisationnel et identitaire. L'union des droites, elle a déjà eu lieu. Enfin, elle s'est cristallisée, mais d'un point de vue programmatique et idéologique, elle reste à faire d'un point de vue électoral. Et on voit que ces idées portent jusqu'au sein du gouvernement à travers Bruno Retailleau. Je vous propose de regarder une compilation de quelques-unes de ces interventions, des interventions du ministre de l'Intérieur ces dernières semaines. C'est assez stupéfiant. On regarde. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. On le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. C'est le choix qu'on a devant nous. Ce que je vois, moi, c'est une toile de la corruption qui s'étend dans diverses administrations. Ce que je vois, c'est que sur le territoire national, il y a des enclaves, des narco-enclaves qui sont en train de se créer, qui sont en train de se soustraire à la souveraineté nationale. À votre micro, je veux rappeler un chiffre. 2 chiffres pour les rapprocher, qui sont terrifiants. Nos compatriotes français de confession juive représentent moins de 1% de la population. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60% des actes racistes et anti-religieux. 1% d'un côté, près de 60% de l'autre. Donc vous avez un antisémitisme d'atmosphère qui aujourd'hui a un double visage. Hier, c'était l'extrême droite, qui est aujourd'hui cet antisémitisme d'extrême droite plutôt résiduel. Ce double visage, c'est l'islamisme. L'islamisme qui, aujourd'hui, je le dis solennellement à votre micro, se comporte comme le fasciste d'hier. Le fascisme, dans la mesure où c'est un catalyseur de haine antisémite. Et puis un autre visage, l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, sous le masque, en réalité, de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme. Alors, Nicolas Cadenne, sur le fond, on entend beaucoup trop de propos qui ont dépassé, malheureusement, des lignes rouges en termes d'islamophobie, notamment. Quel est votre regard sur tout ce qu'on a pu observer, entendre, écouter ces dernières semaines ? D'abord, vous avez vu une proposition de loi sénatoriale sur laïcité et sport qui, au nom de la laïcité, vise à interdire de fait, au niveau amateur, dans les compétitions au niveau amateur, tout ce qui pourrait être perçu comme un signe ostensif, donc y compris des bonnets serrés ou des cagoules ouvertes que peuvent porter certaines femmes, parce qu'apparentées donc au voile, etc. Même si ces accessoires ne troubleraient aucunement la rencontre sportive, seraient compatibles avec la tenue réglementaire, avec les règles du jeu, etc. Là, c'est un problème parce que c'est un basculement, c'est-à-dire qu'on rentre dans une logique où on interdit quelque chose qui ne plaît pas à certains, qui peut déplaire individuellement. On l'interdit de manière subjective, sans qu'il y ait de critères objectifs à justifier l'interdiction. Dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui nous déplaît individuellement. On interdit ce qui trouble l'ordre public, ce qui est imposé à autrui contre son gré, mais on n'interdit pas tout ce qui peut simplement déplaire à tel ou tel.
Heureusement, sinon c'est la porte ouverte demain à interdire tout un tas de choses. Et donc cette proposition de loi est une porte ouverte, une brèche, si elle était adoptée définitivement, pour demain interdire toute opinion qui serait contradictoire, au contraire à l'opinion dite majoritaire ou du pouvoir en place. Donc ça c'est très inquiétant en termes d'atteinte à nos droits fondamentaux. Et c'est très inquiétant en termes de laïcité, puisque cette loi a été portée au nom de la laïcité. Alors même que la laïcité ne suppose de restrictions à la manifestation d'une liberté de religion que lorsque vous êtes évidemment dans l'exercice d'un service public, puisque là vous représentez la neutralité de l'administration publique, vous ne représentez pas vous-même, donc évidemment vous devez être neutre quand vous êtes agent public, ou quand vous êtes, avec la loi de 2004, dans une phase d'apprentissage des bases du savoir, où on vous demande d'être discret, puisque on vous demande d'être discret dans cette phase où vous forgez votre propre opinion, où vous devez vous forger votre propre opinion en vous basant sur les savoirs qu'on vous délivre, et donc on vous demande d'être discret, même si vous pouvez avoir des signes discrets. Mais sinon, il n'y a pas de logique, évidemment, à interdire comme ça à des adultes dans le sport, sans motif légitime, tout ce qui pourrait vous apparenter à une appartenance religieuse. Il y a déjà la possibilité offerte aux fédérations de réglementer les tenues de sport. Évidemment, certaines pratiques sportives, vous ne pouvez pas les faire habiller n'importe comment. Il vous faut des tenues adaptées en termes d'hygiène, de sécurité, de règles du jeu. Ça, c'est logique. Mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez déjà les fédérations qui peuvent interdire certains accessoires pour des raisons légitimes et objectives. Aller plus loin, c'est ouvrir la porte à la discrimination. Donc là, on a une instrumentalisation massive de la laïcité à des fins d'exclusion d'une partie de la population, ce qui ne va que entraîner, évidemment, le discours victimaire des endoctrineurs radicaux qui pourront dire, vous voyez, vous êtes discriminés, alors qu'il n'y a aucune raison objective à vous interdire telle ou telle pratique, et ce qui va aussi entraîner le séparatisme que cette proposition de loi affirme combattre, puisque ça va développer les structures communautaires dans lesquelles pourront venir ces personnes qui sont aujourd'hui, qui risquent d'être exclues de la pratique générale. La vraie solution, si on était courageux, si ces responsables politiques étaient courageux, ce serait évidemment pas ces multiplications d'interdits absurdes, ce serait de mélanger les publics. C'est le mélange, c'est la mixité sociale, socioculturelle dans le sport qui peut créer du débat interactif et qui peut empêcher tout repli communautaire. Si vraiment ils veulent lutter contre cela, il faut mélanger les publics et ne pas faire des clubs de quartier, des clubs séparés selon les horizons des uns et des autres. Et là, c'est pas du tout ce qu'ils font. Là, ils sont dans l'instrumentalisation. Et dernière chose, ils sont dans une logique où l'État, qui pourtant est laïque, porte des jugements sur des signes religieux. L'État, parce qu'il est laïque, n'a pas à juger d'un signe religieux. Ça ne le concerne pas et il s'en fiche éperdument. Il n'a à juger sur les signes religieux que si ces signes seraient imposés à autrui, s'ils n'étaient pas portés librement, mais auquel cas il y a déjà la loi qui sanctionne. L'article 31 de la loi de 1905 permet de sanctionner quelqu'un qui imposerait à autrui le port d'un signe religieux, par exemple. Et si ça trouble l'ordre public. Mais si ça n'est ni l'un ni l'autre, il n'a pas à juger des signes religieux. Parce que justement, il est laïque. Et là aussi, on le voit dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, quand ils font un continuum entre port du voile et islamisme radical, ce qui est quand même hallucinant. Il y a des personnes qui portent un signe religieux comme un voile et qui ne sont évidemment pas radicales. Latifa Ibn Ziaten, qui a perdu son fils tué par Mohamed Merah et qui va dans toutes les écoles contre la radicalisation religieuse. Malala, qui combat les talibans. La vice-secrétaire générale de l'ONU, qui porte aussi un voile. Ces personnalités-là ne sont évidemment pas des islamistes. Et pourtant, on fait le choix librement de porter le voile. Donc ces raccourcis-là ne peuvent en aucun cas être émis par une autorité publique parce que normalement elle est laïque. Béhir, dans l'extrait qu'on a écouté, Bruno Retailleau parle de l'extrême droite comme une entité extérieure, alors que ses propos, que ce soit sur le voile, mais aussi, on l'a entendu, la remise en cause, en question de l'état de droit, ce sont des propos fondamentalement d'extrême droite. En tous les cas, son parcours politique, son logiciel idéologique s'inscrivent parfaitement dans une tradition d'extrême droite que je qualifierais de maurassienne, parce qu'il croit dans les racines chrétiennes de la France et que c'est quelque chose d'irréductible et qui résume finalement cette identité française. Et c'est le lien avec ces milliardaires qu'on a évoqués. Voilà, ils se rejoignent dans cette lecture identitaire de la France qui aboutit à un discours d'exclusion, ciblant tout particulièrement
les musulmans et qui cultive in fine, comme les autres partis d'extrême droite contemporain, ce qu'on appelle l'islamophobie. Donc effectivement, il n'y a pas de confrontation avec l'extrême droite, mais au contraire une forme d'union de facto. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que de l'autre côté, c'est en cela que l'arc islamophobe, si j'ose dire, est plus large encore. Cette instrumentalisation de la laïcité, elle n'est pas... On y assiste à travers le discours de Retailleau, mais aussi d'autres figures de l'extrême droite, y compris au RN. Le RN mobilise la thématique de la laïcité pour tenter de masquer un discours discriminant vis-à-vis des musulmans. Et cette instrumentalisation tendant à masquer en fait un discours xénophobe, on le retrouve aussi dans une partie de la gauche qui est incarnée par ce qu'on appelle le printemps républicain, mais qui est très bien implanté, humainement parlant et idéologiquement parlant, dans pratiquement tous les partis de gauche. Pratiquement, après, mais c'est incarné. On le sait parce qu'ils ne se cachent pas. Ils affirment leur position publiquement en réunion interne au sein de ces structures partisanes. Et donc, finalement, cette tendance qui consiste à mobiliser la laïcité pour, en réalité, stigmatiser l'islam et les musulmans, c'est quelque chose de très significatif de notre ère politique. Le mot de la fin, Nicolas Cadenne, on parlait de la gauche, vous êtes une personnalité de gauche, on a l'impression que malheureusement, une bonne partie de la gauche a malheureusement peur de porter des convictions vraiment radicalement et ouvertement, explicitement opposées à ce que l'opinion publique complètement phagocytée par les idées d'extrême droite pense, de peur d'être vue comme radicale. Oui, ou ça va être l'accusation de laxiste aussi. On se souvient lorsque l'Observatoire de la laïcité... malheureusement. Mais effectivement, non, simplement rappeler qu'au contraire, je pense qu'à gauche, être courageux aujourd'hui, c'est porter haut et fort ces principes de laïcité dans sa vraie essence, à savoir d'ouverture à l'autre, de faire ensemble, quels que soient nos horizons. Et donc, ça suppose des actions politiques très concrètes, en particulier, je l'ai dit, mais comme on ne peut pas développer, mais sur la mixité sociale. Ça, c'est majeur. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de développer la mixité sociale et socioculturelle partout, dans l'habitat. Casser les ghettos. Casser les ghettos, dans l'habitat, bien sûr, dans les établissements scolaires, avec le privé qui doit prendre sa part et qui ne prend pas sa part suffisamment, évidemment, avec un certain nombre de contrats d'association qui doit être remis en question aussi, et dans les sports aussi, comme on l'a évoqué. Ça, c'est courageux de le mener. C'est pas facile parce qu'il faut convaincre les habitants, il faut convaincre les parents d'élèves, mais tout le monde a y gagné, puisque quand on mélange la population, on le voit, les replis ne s'opèrent plus. Merci beaucoup Nicolas Cadenne et merci à toi également Bélir. Merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur la Freebox, sur Molotov ou sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et également sur le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous avez regardé sur YouTube ou bien par email à contact@lemediatv.fr. Si vous nous avez regardé à la télévision, si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez le travail d'un journalisme indépendant des forces de l'argent qu'on a cité durant cette émission, en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.